Il y a certains des exportateurs mauriciens nous demandaient comment cela nous concerne. Cela nous concerne parce que dans cette chaîne de valeur, les sous-traitants sont concernés, d'où l'importance qui revêt ces réglementations pour les entreprises exploitatrices mauriciennes. C'est tout l'enjeu stratégique de la mise en place d'une comptabilité durable, de matérialité, multicapitaux. Et c'est bien d'être en avance, il ne faut jamais être en retard. Donc, les entreprises mauriciennes auront de l'avance, auront un argument concurrentiel de poids pour se faire référencier auprès de ses partenaires, des clients, des plus grands, de ce qu'on recherche, bien sûr, à se connecter, à travailler, etc. L'expert, ce n'est pas moi, l'expert, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel qui aura beaucoup plus d'explications pour expliquer sur cette importance, l'importance de la comptabilité durable, d'une matérialité multicomplexe. Je dois dire, souligner Maurice comme un État insulaire. La question de durabilité est importante pour nous. La question de sustainability est importante pour nous. De toutes nos actions, que ce soit au bureau ou dans la vie quotidienne, c'est important. La comptabilité durable est aussi importante dans la façon que nous faisons les affaires. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel pour sa présentation. Et bien sûr, compte aussi sur votre participation à travers des questions que vous pouvez nous partager à travers le chat box qu'on va reprendre à la fin de la présentation. À vous, Emmanuel, et on vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Girish, pour cette présentation très précise et très claire de l'engagement des entreprises mauriciennes sur ces questions de durabilité. Alors, on va partager l'écran. Vous n'allez peut-être pas me voir, mais vous allez voir l'écran en visuel. Je pense que tout le monde voit l'écran. Donc, l'idée, c'est qu'on va présenter donc, cette information de sensibilisation sur plusieurs axes. Vous avez en haut à gauche la question des lois. Ensuite, vous avez comment ces lois vont peser sur l'activité de l'entreprise, que vous avez sur la droite. Ensuite, comment on peut travailler avec les conséquences ou les impacts de l'environnement sur les entreprises, mais aussi des entreprises sur l'environnement, ce qu'on appelle la double matérialité. Et enfin, comment avoir un business qui permet d'aller plus loin. Alors là, vous avez une brève présentation. Je voulais juste préciser plusieurs aspects dans cette présentation. Déjà, je suis praticien certifié comptabilité durable, double matérialité, multicapitaux. C'est un grand mot, on va l'expliquer. À la fin, vous saurez ce que ça veut dire, à la fin de cette présentation. Je suis enseignant donc à l'Université de la Sorbonne sur Paris 13 et Paris 8, sur les Master 1 et Master 2. Donc, il y a un volet qui est novateur. Et merci à EDB de permettre aux entreprises mauriciennes d'avoir cette avance sur beaucoup d'entreprises dans le monde, y compris l'Europe, qui n'ont pas cette présentation, n'ont pas cette clarification sur ce qu'est la comptabilité durable, et en particulier la loi CSRD, c'est ce qu'on va expliquer ensemble. Donc la première question en université, c'est comment revisiter les comptabilités des organisations pour pouvoir piloter la transition écologique et sociale. C'est un point capital, et la loi vient asseoir en fait cette recherche et cette revisite, et on le verra au cours de la présentation. Il y a tout un volet du coup qui induit le contrôle de gestion, avec un impact sur le management des opérations, un pilotage de la performance et un pilotage de l'organisation, notamment les systèmes d'information. Et je sais qu'une des entreprises présentes avait posé la question sur la gestion des data, gestion des systèmes d'information. Et c'est vrai que forcément, il faut monter dans l'excellence sur ces sujets pour pouvoir répondre aux exigences législatives. Je suis également membre de 4 commissions nationales. Le triple E, c'est l'excellence environnementale européenne, donc c'est porté par le gouvernement, c'est ce que Girish a dit tout à l'heure, et à juste titre, c'est un enjeu majeur. Une norme qui devrait sortir dans les 6 mois, puisque je fais partie j'assume le pilotage et l'animation de la rédaction de cette norme pour l'Europe. Ensuite, il y a toute la partie environnement et changement climatique.
Le lien entre la qualité, le management et l'excellence opérationnelle et le lean management et le Six Sigma, tout ça, c'est dans l'alignement de la partie CSRD. Un nouveau métier sort aujourd'hui, vous allez en entendre parler de plus en plus, c'est le directeur extra-financier. Ce n'est pas le directeur financier, c'est un autre directeur qui gère l'extra-financier et en même temps la data liée à cette notion extra-financière. Et puis, j'ai un organisme de formation pour lequel je suis certifié Calliope. À présent, on va regarder, donc on va commencer par le premier volet, exigences législatives, enjeux stratégiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet aspect-là? Ben, comme nous venons de l'entendre, hein, la ratification de l'accord de Paris. L'accord de Paris a été ratifié. Là, vous avez tous les pays qui ont signé l'accord et les pays qui l'ont ratifié en orange foncé. Et la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, s'applique en France et en Europe depuis le 1er janvier 2024. Donc c'est un long chemin, hein, une directive européenne en 2022, puis ensuite votée au Parlement en 2022, fin 2022, et puis le journal officiel en décembre 2022 pour une application au 1er janvier 2024. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, les entreprises ont l'obligation de réaliser cette action de CSRD. Donc, ça veut dire quoi? Si on reprend l'historique, jusqu'au 31 décembre 2023, elles avaient une déclaration préalable à faire, une déclaration de performance extra-financière. Donc, on est bien dans la performance. Est arrivée en plus la taxonomie, qui désigne toutes les classifications des activités économiques qui ont un impact favorable sur l'environnement. Et donc, l'objectif de la taxonomie, c'est d'orienter vers des investissements qui sont verts, des investissements dont les activités sont vertes, dont les activités sont favorables à l'environnement. Donc ça, c'est la taxonomie. C'est rajouté dessus une autre loi qui est la CDDD, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Et là, c'est le devoir de vigilance. Donc, on doit identifier, prévenir, mettre fin, même atténuer les effets négatifs des activités des entreprises sur les droits de l'homme et sur l'environnement. Le siège, dès l'instant où on a un siège en Union européenne, avec plus de 500 salariés et 150 millions de chiffre d'affaires, on est soumis à cette CSDD. Alors, je vous avoue, il y a beaucoup d'acronymes entre CSRD, taxonomie, CSDDD. C'est les trois que j'ai résumés. On n'ira pas plus loin. Ça vous permet d'avoir une vision sur le fait que la loi aujourd'hui engage les entreprises. Et elle les engage de façon progressive, en fait. Ce n'est pas tout le monde d'un coup. On commence d'abord par les grosses entreprises cotées qui ont plus de 250 salariés, qui ont plus de 50 millions de chiffre d'affaires et qui ont un bilan de plus de 50 millions de pieds de bilan. Mais pourquoi en parler? Puisque beaucoup d'entreprises ne sont pas cotées, beaucoup d'entreprises n'ont pas 50 millions de chiffre d'affaires et n'ont pas un pied de bilan de 25 millions. Pourquoi en parler? Tout simplement parce que la loi inscrit ce qu'on appelle la double matérialité. Cette double matérialité, c'est un reporting. D'ailleurs, on ne dit plus reporting aujourd'hui, on dit un rapporting, puisque reporting, c'est on transmet de l'information. Le rapporting, c'est qu'on fait un rapport extra-financier qui a double matérialité, c'est-à-dire qu'il y a la matérialité purement financière et la matérialité d'impact, impact environnemental et social. Donc, on va expliquer tout ça. Là, je voulais vous présenter rapidement la loi, ce qu'elle est. On va à présent regarder la conséquence que ça a sur le planning. Et pourquoi, en quoi les entreprises sont concernées, celles qui ne sont pas cotées. Donc là, vous avez un schéma qui vous démontre la stratégie. Et la stratégie que porte DB aujourd'hui et qu'on vous partage en priorité ou en primeur à l'île Maurice. Le but, c'est de ne pas d'être dans la majorité précoce dès 2024. Là, vous avez un schéma. Ce schéma, en bas, il vous montre l'application de la courbe de Gauss. Donc, ce sont des technologies qui ont été analysées par le docteur Everett Rogers, que vous retrouverez hein, sur la théorie de Gauss, sur l'acceptabilité d'un process. Vous avez les innovateurs, les adopteurs précoces, la majorité précoce, la majorité tardive et les retardataires. Et quand on la place sur le graphique de l'application de la loi,
Et bien, on se rend compte que l'année 2024 va être l'année de la majorité précoce. Ceux qui n'auront pas pris le pas en majorité précoce dès 2024, ils auront un train de retard, voire deux. On expliquera pourquoi, notamment sur le fait que le reporting extra-financier, il se fait sur la base du bilan et du compte de résultat. Et on ne fait pas un bilan et un compte de résultat tous les jours, voire tous les mois. On en fait un par an. Alors, je crois qu'à l'île Maurice, c'est le 30 juin qui est le moment pertinent. Donc, ça veut dire qu'on est en février. Donc, les bilans du mois de juin 2024, si des entreprises mauriciennes font la double matérialité et donc ont un bilan à impact, elles seront peut-être les premières au monde. Et donc, on parlera de l'île Maurice partout dans le monde. Parce que vous pourrez afficher ces résultats. Alors, pour ça, il y a beaucoup de travail, c'est sûr. Même si ça ne se fait pas au 30 juin, ça peut se faire au 31 décembre. Mais vous aurez de l'avance sur des grosses entreprises type L'Oréal, Total, qui sont un peu partout dans le monde. Donc, vous avez ce schéma avec les lois, les dates. On ne va pas rentrer dans tous les détails des lois et des dates. Mais vous avez des étoiles. Par exemple, au milieu de 2025, ici, vous avez une étoile qui vous montre que c'est le premier rapport de durabilité. Donc, ce sont les entreprises qui sont soumises, elles doivent faire leur premier rapport aux alentours du premier trimestre, deuxième trimestre 2025. Mais pour le faire, il faut que déjà maintenant, elles récupèrent et elles collectent leurs données, système d'information. Et ensuite, toutes les entreprises, les unes derrière les autres, vont être embarquées. Sauf que dans la loi, il est mentionné que les entreprises qui ont l'obligation de faire leur bilan extra-financier, multicapitaux, double matérialité en 2025, elles doivent prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, si vous êtes une entreprise à l'île Maurice qui travaille avec une entreprise en Europe qui va être soumise à la CSRD, dans très peu de temps, on va vous demander votre impact environnemental. Si vous faites votre bilan extra-financier avec impact environnemental, vous deviendrez les parties prenantes privilégiées de ces entreprises, de ces groupes, parce qu'en fait, ils vont rechercher des entreprises qui vont leur apporter directement ces données. Et donc, vous allez être un client sous-traitant privilégié parce que vous aurez cette action de leur apporter un plan de transition, une évolution du plan de transition, et comme on disait tout à l'heure, un trend entre l'année N et l'année N-1. Et ça aura une valeur ajoutée sur le marché phénoménale. Et c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui, pour que vous puissiez en profiter. Donc ça, c'était la partie législative. On ne va pas rester trop longtemps sur cette partie-là. On va passer aux choses plus concrètes avec la performance écologique. Elle doit être visible de tous et elle doit être attractive. Pourquoi on dit écologique visible de tous? Parce que je sais, pour avoir échangé avec certaines entreprises mauriciennes, que vous faites de l'écologie, vous faites de la performance environnementale, mais dans vos bilans et comptes de résultats, on ne le voit pas. Ce n'est pas visible. Un banquier, une entreprise en France qui prend un bilan d'une entreprise mauricienne, elle ne verra pas votre action écologique. Elle ne fera pas la différence entre une entreprise mauricienne qui ne fait pas cette action-là de celle qui le fait. Pourtant, celle qui le fait, elle dépense de l'argent. Ses salariés sont engagés dans des valeurs, mais on ne le voit pas. Le but, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Invisible de ceux qui lisent des documents. Mais ceux qui viennent sur site et qui voient comment fonctionnent les structures et les entreprises mauriciennes, on voit clairement qu'il y a des choses qui se font. Et pour avoir visité il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 3 mois, une entreprise mauricienne implantée depuis plus de 90 ans à l'île Maurice, dans une partie qui est, entre guillemets, tout ce qui touche la partie de tout ce qui touche le vin et autres alcools, et ben, en discutant, en échangeant avec eux, avec le directeur, et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, avec lui, qu'il ne matérialisait pas toutes les actions économiques qu'il faisait. Et c'est dommage, parce que ça a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Alors, on va continuer avec cette partie, donc, performance écologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, il y a un impact.
il y a un impact, la CSRD a un impact. Vous avez ici la précision, hein. Donc ça vient de cette vue, cet écran-là vient de la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France. Donc pour vous dire, ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qui est dit à toutes les entreprises, puisque pour ma part, j'en suis à ma 2e conférence, j'en fais une 3e dans une semaine, pour l'ensemble de Paris intramuros et Île-de-France. La CSRD est applicable à toute la chaîne de valeur. Alors, je vous ai donné une définition de la chaîne de valeur. C'est toutes les activités de l'entreprise, y compris ces actions qui sont propres, hein, produits ou services, toutes ses relations commerciales et l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est toute la chaîne de valeur, si on redonne la définition, hein. Maintenant, la double matérialité, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de prendre, d'intégrer dans ce qu'on appelle les externalités. On fait une intégration dans la comptabilité des externalités. C'est-à-dire, on prend en compte les impacts environnementaux et sociaux et gouvernance, et on regarde en quoi elles ont une valeur pour l'entreprise et un impact sur leur environnement. Et l'impact sur l'environnement, comment cette double matérialité, l'environnement, les actions sociales ou la gouvernance, ont des incidences sur les activités de l'entreprise, à la fois sur son écosystème autour d'elle, mais également ce que l'écosystème environnemental a sur l'île Maurice ou a sur l'entreprise mauricienne. Par exemple, si vous avez un ouragan, des ouragans plus fréquents génèrent une conséquence sur vos entreprises. Vous n'allez pas pouvoir faire le même business que quand on n'a pas du tout de tempête ou d'ouragan. Donc les points de vigilance font que, malheureusement, c'est ce qui s'est passé à l'île Maurice, sur Port-Louis, beaucoup d'inondations, des activités qui sont ralenties. Ça, il faut l'intégrer dans vos risques et dans les risques de l'entreprise. Je vous ai mis à droite les impacts à plus ou moins court terme des normes ESRS. Donc, c'est des déclinaisons, ce sont des directives qui découlent de la CSRD, on le verra tout à l'heure, hein. En tout cas, les fournisseurs et les sous-traitants sont concernés et votre politique d'achat est concernée. Donc, si vous travaillez avec une entreprise française qui est cotée en bourse ou qui n'est pas cotée, dans les 2 ans qui arrivent, vous allez devoir démontrer votre action environnementale, à la fois en local, mais en même temps dans votre chaîne de valeur sur le processus d'approvisionnement. Donc, les recommandations, c'est préciser ce que comprend la chaîne de valeur. Donc, c'est ce qu'on fait dans les cadres d'accompagnement que l'on fait, nous, chez Lançois Consulting. On descend l'ensemble du modèle d'affaires, du business model, toutes les activités de l'entreprise, et on définit la chaîne de valeur. Donc, grâce à la certification Lean Management de l'INSEE Sigma que j'ai, en règle générale, quand on fait cette action-là, on dégage à peu près entre 5 et 10% de marge pour l'entreprise. Donc, indépendamment du volet CSRD, déjà, vous pouvez gagner 10% à peu près, 5 à 10% de marge, juste en faisant ce travail-là, entre guillemets, juste. Ensuite, vous allez voir les parties prenantes qui ne sont pas pertinentes, qui sont distantes, parce qu'elles vont le devenir très rapidement, puisqu'elles sont dans votre chaîne de valeur. Et il y a une période d'adaptation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à peu près d'1 an, 1 an et demi, 2 ans maximum, où les entreprises, à plus ou moins court terme, vont devoir rendre compte. Là, vous avez un schéma qui vous explique rapidement, est-ce qu'on sait vraiment compter? Savons-nous vraiment compter? Jusqu'à la CSRD, jusqu'au 1er janvier 2024, souvent, très souvent, on comptait avec la partie haute de l'iceberg. On faisait un peu de financier, de naturel et d'humain au niveau des capitaux, mais c'était très léger. On faisait un peu de RSE, mais c'était très léger. Maintenant, avec la loi, on doit descendre jusqu'en bas de l'iceberg, c'est-à-dire la double matérialité. On a vu la partie en hauteur sur la partie financière, c'est-à-dire le bénéfice, le seuil de rentabilité, la valeur ajoutée, les marges brutes, nettes et le chiffre d'affaires. Mais maintenant, on doit vraiment faire un focus sur les 5 capitaux majeurs, le climat, l'humain, l'eau, la biodiversité et le financier. Et vous voyez que le financier arrive à la fin. Pourquoi?
Parce qu'en comptabilité, quand on emprunte quelque chose, on emprunte une somme d'argent, il y a deux parties quand on emprunte. Il y a la partie du capital et puis il y a la partie de l'intérêt. En comptabilité, l'intérêt se met au compte de résultat, alors que l'amortissement du capital se met dans le bilan. Et cette notion fait référence en fait historiquement aux premières actions de comptabilité qui ont eu lieu en Mésopotamie, dans la région de Uruk. Alors si vous allez un jour au Louvre à Paris, vous avez toute une partie sur ça, où on vous explique comment, à l'époque, ils comptaient, notamment en agriculture. Et ils comptaient ces éléments-là. La comptabilité a commencé à ce moment-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne comptait pas le climat, l'humain, l'eau, la biodiversité et le financier. Et la manière dont on rembourse ce capital financier, l'analyse est la même pour le climat, la même pour l'humain, la même pour l'eau, la même pour la biodiversité. On a le devoir de rembourser le capital qu'on emprunte. Et du coup, notre activité en tant qu'entreprise, elle a un impact sur notre environnement. On a un coût d'accès au capital. Et ce coût d'accès fait qu'on l'utilise, ce capital, et on doit le rendre à minima, à la qualité, à son état écologique tel qu'on l'a pris au départ. Et ça, c'est tout le concept de la double matérialité de la comptabilité durable. La comptabilité durable a pour objet de rendre à la nature ce qu'on lui a pris, sans que ce soit dégradé. Alors, on n'est pas parfait, et malheureusement, on ne peut pas faire les choses parfaitement. Du coup, l'objectif, c'est de démontrer que tout ce qu'on fait, ça va dans ce sens. Et à chaque fois que vous avez cette action, il faut la matérialiser, il faut la comptabiliser, il faut l'afficher et il faut la porter au donneur d'ordre. Pour tout ce qui est questions, je vous propose de les mettre dans le chat et puis à la fin, on reviendra sur vos questions. Là, je vous fais une présentation globale et rapide pour que vous ayez une vision plus nette et précise de ce qu'est la comptabilité durable. Avant de passer à la partie gain de part de marché, on va essayer d'analyser ensemble rapidement la question de la chaîne de valeur liée à la question de l'impact environnemental. Parce que pour passer à la phase gain de part de marché, il faut d'abord savoir c'est quoi notre valeur ajoutée. C'est quoi notre chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, on l'a vu, c'est l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Et maintenant, on rajoute une double matérialité. Donc c'est comme si vous aviez un schéma avec sur la droite la progression de votre valeur ajoutée dans le temps. Et en hauteur, vous avez la progression des impacts environnementaux. Si vous ne faites rien, vous n'avez pas ajouté de valeur, vous n'avez pas créé de valeur et vous n'avez pas impacté l'environnement. À partir du moment où vous commencez à faire quelque chose, vous avez un impact sur l'environnement et vous avez une progression de votre valeur ajoutée. Et donc, on commence à la chaîne amont. La chaîne amont, c'est tout ce que vous avez besoin en matières premières qui sont nécessaires à votre valeur ajoutée, à votre chaîne de valeur. Ça, vous le rentrez dans votre entreprise. À partir de ce moment-là, vous avez des comptes à rendre sur le climat, la pollution, les ressources aquatiques et marines, la biodiversité et les écosystèmes, l'utilisation des ressources et la question des économies circulaires ou des circuits courts. L'ensemble de ces choses s'appelle la conduite des affaires, c'est du management. Et jusqu'à présent, ça se faisait. Maintenant, il faut le matérialiser. Il faut le mettre par écrit et le rendre visible. Ça, c'est pour la chaîne amont. Maintenant, on rentre dans la production. L'entreprise en elle-même, elle fabrique, elle produit des services, elle produit des produits. Comment sont organisés ses effectifs? Comment sont organisés les travailleurs de la chaîne de valeur? Parce que les travailleurs, ça peut être les travailleurs de la chaîne amont, mais ça peut être aussi les travailleurs de la chaîne aval, ceux qui distribuent nos produits, ceux qui vendent nos produits. Comment sont-ils organisés et gérés? Quelles sont les communautés touchées? Quels sont les bassins qui sont touchés? Quelle est la zone? C'est le nord de Maurice? C'est le sud de Maurice?
c'est le centre de Maurice, c'est l'Europe. En Europe, c'est plutôt les pays du Nord, c'est plutôt les pays de l'Est de l'Europe, ou les pays de l'Ouest, comme la France, ou plutôt les pays du Sud, comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie, ou la Grèce. Donc voilà cette notion. Et puis le quatrième point, c'est comment est consommé mes produits et mes services. Les consommateurs, les utilisateurs finaux, comment ils les utilisent? Est-ce qu'on est dans la durabilité? On donne un produit durable ou on donne un produit jetable? La question, elle est là. Du coup, on arrive à la chaîne de valeur dans la partie aval. Donc, on prend l'amont, la production, l'aval. Tout ça fait qu'on a besoin de matières premières et il y a des utilisations de produits qui sont faits en fonction des besoins clients. Le but, c'est de satisfaire les clients, c'est notre objectif. Donc, ça nous amène à faire un compte de résultat et un bilan. Jusque-là, à aucun changement. C'est toujours l'expert comptable qui fait ce travail-là. Par contre, il passe juste après dans le tamis ou la moulinette de la CSRD avec l'environnement, le social et la gouvernance. Et c'est ces fameux indicateurs qu'on appelle les ESRS. Il y en a des spécialisés en gouvernance, dont le G, des spécialisés en social, le S, et des spécialisés en environnemental, le E. Et du coup, notre bilan et compte de résultats, ils sont disséqués, découpés avec ces différents indicateurs, et du coup, ils deviennent des bilans à impact et des comptes de résultats à impact. Il vous est possible de faire un compte de résultats climat, un compte de résultats eau, un compte de résultats biodiversité, un compte de résultats humain, un compte de résultats financiers. Du coup, vos comptes de résultats financiers, ils prennent une vision totalement différente. Pour donner un exemple, vous changez vos ampoules, vos lumières, vous les changez en LED. Forcément, vous avez votre baisse de consommation énergétique qui va baisser. C'est inévitable. Mais l'argent que vous avez dépensé pour acheter des LED, cet argent-là, aujourd'hui, dans votre compte de résultat et votre bilan, compte de résultat pour le coup, c'est une charge nette, une charge financière. Mais sur l'aspect écologique, c'est un bénéfice. Parce que, un, vous avez fait diminuer vos consommations de kilowattheures d'énergie, et deux, vous avez fait baisser l'empreinte climat, puisque vous chauffez moins grâce avec vos ampoules qui chauffent moins. Et troisièmement, vous avez investi financièrement dans le développement durable. Ces trois éléments, aujourd'hui, dans les bilans et comptes de résultats, n'apparaissent pas et ils ne sont pas visibles. Donc, on va continuer du coup maintenant avec ces gains de parts de marché. Pourquoi on gagne des parts de marché? Pourquoi on le dit et on l'affirme? Parce qu'on retrouve cette double matérialité ici, sur cet écran, où jusqu'à présent, la simple matérialité, la matérialité classique, c'est l'analyse de notre modèle économique par rapport aux parties prenantes, nos clients. Donc, plus nos clients souhaitent quelque chose, plus nous faisons évoluer notre modèle économique. Et du coup, le risque, il se situe là où mes clients veulent le plus de produits et là où moi, je fais le plus de marge. C'est pour ça qu'on a cette grille qui nous amène en matrice de matérialité classique à avoir la partie de l'angle en haut à droite vert. Et à la place de ce que les parties prenantes veulent, on y a positionné des indicateurs environnementaux. Par exemple, là, vous voyez la biodiversité qui est en positionnement en case 1, 3. Vous avez la marque employeur qui est en positionnement 2, 5. Vous avez le changement climatique qui se situe en 5, 5. Vous avez l'éco-conception, l'entreprise citoyenne. Mais quand on regarde ça, il nous manque des choses. Parce que ce qu'on ne voit pas sur cette matrice de matérialité classique, c'est toute la notion de en quoi l'environnement est préservé ou en quoi la matérialité financière est préservée. Et pour cela, on doit savoir, par rapport à mon action,
sur le changement climatique, quel est mon niveau de maturité et quel est le niveau d'importance. Du coup, au lieu d'arriver sur un schéma double, ben vous passez à un schéma quadruple, puisque vous avez, en plus des parties prenantes, vous avez leur sentiment à elles sur l'environnement, mais il y a aussi le vôtre. Le positionnement, comment vos parties prenantes considèrent la biodiversité. Mais comment vous la considérez aussi. Et du coup, il y a un impact matérialité financière, puisque vous avez, par exemple, si vous mettez des panneaux solaires, il y a un investissement inévitable. C'est sur du long terme. Donc, vous avez un impact financier majeur, mais c'est pour faire du développement durable. Et du coup, vos clients, si vous positionnez sur vos étiquettes l'information comme quoi vous avez un label particulier type triple E, qui est en train de se faire actuellement, et ben vous aurez une vraie valeur ajoutée. Vos clients viendront chez vous parce que vous faites de l'environnement et vous l'affichez avec une réalité économique, mais aussi écologique. Donc, vous avez ce schéma où vous avez le double enjeu, la double matérialité. En haut, c'est la bande avec le risque majeur environnemental. Et à droite, vous avez le risque majeur sur votre business model avec impact financier. Maintenant, on va passer à un autre aspect, c'est comment mettre en place le dispositif. C'est les questions qu'on veut. Mettre en place un dispositif en entreprise. Donc, vous avez sur la gauche la chaîne de valeur. Vous avez au milieu l'activité de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Vous avez les parties prenantes internes. Jusque-là, on reste dans l'entreprise, en fait. À quel moment on sort? Ben, on sort quand on commence à prendre des parties prenantes externes. Là, on commence à sortir du cadre. On n'est plus dans l'entreprise, on est avec des parties prenantes externes. Et ces parties prenantes, il y en a, elles sont pertinentes. C'est notre fournisseur principal. C'est notre client principal. Et là, il faut le chouchouter. Parce que s'il nous lâche, notre business model n'existe plus. Sauf que maintenant, notre client et notre fournisseur, ben, dans les deux cas, ils vont devoir à plus ou moins court terme faire des bilans impact. Et ça, ben, aujourd'hui, le seul qui peut nous apporter toutes ces données comptables, financières, c'est la comptabilité. Mais il faut rajouter les données extra-comptables qui sont à collecter dans les différentes directions. Que ce soit la direction de production commerciale, puisque le commerce, ben, lui, il a toute la partie livraison, il a la partie marketing, les ressources humaines, elles gèrent de l'embauche de salariés. La partie administrative, ben, elle a toute la gestion qui est liée ou juridique, qui a un impact sur les droits. Et puis, vous avez toute la partie, on dit production pure, mais la chaîne amont, la chaîne aval, avec les approvisionnements. La comptabilité, elle est certifiée par un expert comptable et un commissaire aux comptes. Jusque-là, on ne bouge pas, on laisse tout comme ça en place. La comptabilité est certifiée, les experts comptables valident, il n'y a aucun souci. Maintenant, la question, c'est de passer à l'étape extra-financière. Donc, il faut sortir de ce cadre, restructurer l'information sur la base des données qu'on a collectées. Ensuite, on consolide tout ça par un tiers de confiance pour derrière produire un bilan et un compte de résultat à impact. Cette production du nouveau cadre comptable permet de revenir sur les personnes dirigeantes, les comités exécutifs, les comités de pilotage, les COMEX, pour avoir une compréhension claire de l'activité et surtout, derrière, de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. La personne sait parfaitement comment est l'impact de cette décision sur l'environnement. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'impact sur le business model et sur la marge. Alors parfois, ce n'est pas que ça, mais c'est quand même le but de l'entreprise, c'est quand même de faire de la valeur ajoutée et de pouvoir rendre viable l'entreprise, la rendre soutenable. Et du coup, cette soutenabilité, ben maintenant, elle n'est pas que financière, elle est aussi multicapitaux, c'est-à-dire financière, naturelle et humain. Et à l'intérieur du naturel, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, le climat, l'eau, le sol, la biodiversité et l'air. Donc concrètement,
comment ça se passe? Peut-être vous donner une précision, quelques précisions complémentaires sur comment ça se passe. La méthode qu'on met en place, c'est une méthode d'analyse qui est robuste, qui vient du Lean Six Sigma. En particulier, c'est la méthode DMAIC. Donc, dans un premier temps, on définit les activités qui impactent les capitaux. Donc, financier, environnement, naturel, humain. Et ensuite, on fait une analyse de risque, système de management des risques. Donc, on bâtit un système de management de la qualité sur la base de l'ISO 9001, par exemple. Ensuite, on fait un système de management de l'énergie, plus un système de management de l'environnement. Et là, on se base sur l'ISO 26000 et 14001, ainsi que les analyses de cycle de vie. On prévient les risques de dégradation dès maintenant, puisqu'on sait l'impact que l'entreprise a sur l'environnement. Donc, on définit les activités qui impactent les différents capitaux. Ensuite, on mesure ces éléments, on mesure ces effets des activités sur les capitaux. Ça les déprécie, en fait. Un salarié qui vient travailler, quand il rentre le soir, il est fatigué. C'est normal, il a travaillé. Mais est-ce qu'il n'a pas travaillé plus qu'il n'aurait dû? Au point que on a modifié l'intégrité de la personne. C'est-à-dire que demain, elle viendra au travail, mais elle n'aura pas récupéré de la veille. Du coup, son état se dégrade. Et si un capital humain se dégrade, ben à un moment donné, soit il tombe malade, soit il faut le remplacer. Et c'est là tout l'enjeu. Le but, c'est de maintenir ce capital humain, parce qu'on parle de l'humain là, le maintenir dans un bon état écologique, on va dire, le fait qu'il reste intègre dans ce qu'il est et la capacité à pouvoir produire. Plutôt que de produire sans en tenir compte. Le risque, ben, c'est qu'il va y avoir un épuisement. Alors, je parle dans l'exemple du capital humain, hein, j'aurais pu prendre d'autres exemples. On mesure les effets, donc, et inversement, pour intégrer donc, dans la chaîne de valeur les capitaux, par exemple l'environnement. Si demain, il y a un, je ne le souhaite pas, hein, mais s'il y a un cyclone, un nouveau cyclone sur l'île Maurice, ça va ralentir forcément toutes les activités. Mais comment ce ralentissement, vous allez pouvoir l'intégrer dans vos chaînes de valeur? Et donc, ça passe par une étape de mesurer ce qu'on appelle le bilan carbone, le BGS, les scopes 1, 2 et 3. Donc, le scope 1, c'est ce que vous produisez directement, vous. 2, c'est les productions indirectes par vos activités. Donc, le transport, vous transportez vous-même vos matériaux d'un endroit A à un endroit B. Et le scope 3, c'est ce que font vos fournisseurs et vos clients. Ce sont les parties externes, aval et amont. Une fois qu'on a mesuré, on analyse la double matérialité. Donc, on fait la fameuse carte double matérialité, on les positionne en fonction des risques. Et du coup, on définit un plan de transition. On se dit, voilà, là, on n'est pas bon. On a un risque. Voilà le plan d'action qu'on mène. Ou voilà le plan d'action qu'on va mener. Et ce plan d'action, c'est un plan de préservation. On préserve le capital, systématiquement, en fonction de l'action qu'on fait. Le but, c'est pas de dire on n'est pas bon. Parce que forcément, on n'est pas bon. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un plan de transition qui démontre que vous allez dans le bon sens. Et c'est ça la question de la comptabilité double matérialité multicapitaux. C'est de démontrer par les chiffres, par vos données réelles, que vous allez dans le bon sens en matière de soutenabilité. Et ça se fait en mode agile. Donc là, c'est la version, c'est pas à pas. Vous avez chaque action, elle est quantifiée, qualifiée, et vous la valorisez à chaque fois. Ça, c'est la partie analyse. Ensuite, dans DMA, il y a le I, c'est implémenter. Donc, implémenter l'existant. Aujourd'hui, vous faites des choses. À quel endroit on les voit? Bien souvent, nulle part. La première chose à faire, c'est de valoriser ce que vous faites déjà. Et c'est ce que fait l'ensemble consulting dans ses accompagnements. Et il rend dans vos comptes visible ce qui est invisible. Et on commence déjà à faire ces bilans à impact. Donc là, on le voit dans le DMAIC, c'est à la suite d'une démarche, mais quand on fait l'état des lieux, on fait ce travail-là. On collecte tout ce que vous faites déjà de bien. Et on commence par identifier votre premier bilan impact, c'est l'état des lieux. Et enfin, vous checkez ensuite l'efficacité de votre plan de transition. Et là, vous avez les bilans intégrés
un bilan extra-financier que vous intégrez à votre bilan financier. Les deux additionnés vous donnent un outil performant pour la direction. Et là, vous pouvez dire votre degré de solvabilité écologique. On passe maintenant à la partie crédibilité, parce que c'est ça qui vous rend crédible. C'est ça qui vous permet d'avoir une chaîne de valeur qui est efficace. Alors peut-être préciser, l'approche se fait, on va le voir d'ailleurs, avec les ESRS. Donc là, je vous les ai mis. Vous avez les ESRS 1 qui sont les exigences globales. Vous avez les ESRS 2 qui sont les informations générales qui doivent être publiées. Parfois, on pourrait dire, mais moi, je fais que ce qui est publié. Mais c'est dommage, parce que vous allez faire un travail conséquent que vous n'allez pas mettre dans votre bilan. Donc, autant tout faire. C'est pour ça que les gains de part de marché, c'est déjà de couvrir la CSRD plus la comptabilité durable. Et comme vous n'êtes pas obligé de le faire pour les entreprises qui ne sont pas cotées, vous n'avez pas de pression, en fait. Vous n'avez pas à faire un bilan en 2025. Vous avez le temps de voir venir les choses. Mais il faut pas, c'est pas parce que vous avez le temps de voir venir les choses qu'il faut le procrastiner et dire je le ferai plus tard. Parce que le plus tard fera que vous serez malheureusement parmi les derniers qui vont se précipiter à toute vitesse pour faire les choses. Alors quand on dit parmi les derniers, pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà commencé à collecter leurs données et qui sont déjà en ordre de marche. Et du coup, les premiers, ce seront les mieux servis. Parce que les premiers qui présenteront ces éléments permettront d'avoir une crédibilité plus importante. Donc, chaque activité économique de l'entreprise, qu'elle soit financière ou non, elle est tracée dans les comptes et elle vient servir, elle vient abonder les ESRS. Et c'est là où il y a une véritable plus-value concurrentielle. Donc, vous notez ce qu'on a dit tout à l'heure, la partie climat, c'est les E. La partie environnementale, c'est les E. Climat, pollution, ressources aquatiques et marines, biodiversité, écosystème, utilisation des ressources, économie circulaire. Le S, c'est le social, effectif de l'entreprise, les travailleurs de la chaîne de valeur, amont-aval et à l'intérieur de l'entreprise. Les communautés touchées, donc c'est les bassins de production ou de consommation. Et les consommateurs, utilisateurs finaux. Ensuite, il y a toute la partie conduite des affaires, la gouvernance, le G. Et en fonction des secteurs, donc là, on arrive avec la taxonomie, il y a des nuances. En tout cas, vous avez 12 normes transverses et thématiques. Thématiques, si elles sont matérielles. Pour servir les ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et là, vous avez sur la droite la gouvernance, la stratégie, la gestion des impacts, les opportunités, les indicateurs, les objectifs. En haut à droite, je vous ai mis pour que vous ayez la vision de ce que ça représente à aujourd'hui. Pour pouvoir faire un rapport en 2025, il faut que vous collectiez la donnée en 2024. Donc, ça veut dire que depuis le 1er janvier, toutes les entreprises qui doivent faire leur rapport en 2025, elles doivent déjà collecter leurs données. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez du retard. Votre bilan ne sera pas complet. Il manquera des choses. D'où le fait de faire ces conférences maintenant pour permettre aux entreprises de ne pas prendre de retard. Je vous ai pris l'exemple, tout à l'heure on parlait des gaz à effet de serre, le BGES. Je vous ai positionné ici le scope 1, le scope 2, le scope 3. Donc le scope 1, c'est les émissions directes. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre. C'est vous qui les produisez, c'est vous qui les contrôlez. Donc c'est votre fabrication des produits. Donc ça, vous pouvez agir. C'est vous qui le faites. Mais ça fait partie du scope 1. Le scope 2, ce sont les énergies indirectes qui sont liées aux consommations énergétiques. Donc là, vous avez la production de chaleur, par exemple. Les fameuses ampoules LED, vous produisez moins de chaleur. La production d'électricité, vous en consommez moins parce que vous avez acheté des LED. La valeur importée pour les activités et l'organisation, donc là, il y avait une question sur les fournisseurs logistiques, ordinateurs, etc. Est-ce qu'ils sont concernés? Bien sûr que oui. C'est toute la chaîne de valeur. Sarjo. Pour le scope 3, ce sont les émissions indirectes. Et le schéma à droite vous montre ce que représente le scope 3. C'est 80%, donc là on est dans la loi de Pareto, 80% de vos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas vous.
c'est toutes les émotions qui ne sont pas comptabilisées dans le scope 1 et scope 2 qui sont liées à la chaîne de valeur amont-aval. Et du coup, ben, c'est les déplacements de vos salariés, l'achat de matières premières, les déchets, l'utilisation des différents produits, la fin de vie des produits, tout ça, même les immobilisations. Je suis une entreprise de bâtiment, un investisseur, par exemple, et j'achète des parts dans un bâtiment, je construis des bâtiments. Automatiquement, vous avez des impacts d'émissions indirectes en scope 3. Le but, vous l'avez à droite, hein, ici, en bas, c'est le PDCA, c'est l'amélioration continue. Donc forcément, vous partez d'un stade d'état des lieux, et ce qu'on regarde, c'est votre capacité à avancer vers l'excellence opérationnelle ou l'excellence environnementale. C'est ce vers quoi on va. Si vous allez vers l'excellence environnementale, vous irez aussi vers l'excellence opérationnelle. Lean Management, Lean Six Sigma, ISO 9001, ISO 14001. Tous ces éléments vous aideront à aller vers une situation A vers une situation B, B étant meilleur que A. Vous le quantifiez, vous l'affichez, vous le valorisez. Comment ça se passe au niveau des comptes de résultats et des bilans? Donc là, je vous ai mis, c'est un exemple hein, d'une maquette de représentation d'un compte de résultats et d'un bilan où vous avez, dans ce compte de résultats et ce bilan, vous avez différentes choses. Vous retrouvez ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez la partie actif circulant. L'actif circulant, ça a pour objet de circuler. Donc, ça ne reste pas dans l'entreprise. Ça circule. Ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. Par contre, derrière, vous avez un accès aux capitaux humains, aux capitaux naturels. Et cet accès, il a une emprise. Vous avez vous mettez une pression, en fait, indirecte, quand vous, par exemple, quand vous embauchez des personnes, vous mettez une pression sur le marché du travail. Parce que vous demandez à des gens de venir travailler chez vous. Si vous n'en avez pas, c'est vous qui avez la pression. Mais si jamais vous en faites venir, ben c'est eux qui vous mettent la pression. Parce qu'il faut les occuper. Alors, en général, on n'embauche pas des gens pour leur donner aucun travail. Mais cette emprise de capitaux humains, c'est une immobilisation en fait. Vous avez des gens dans votre entreprise, des collaborateurs qui sont formés, ils ont une valeur. Demain, votre concurrence vient les chercher et vous les prend. C'est une immobilisation humaine, un capital humain qu'on vous prend en fait. Et ça, c'est comptabilisé nulle part aujourd'hui. On n'en parle même pas d'ailleurs. On dit juste « Oh mince, j'ai perdu un bon élément, il est parti à la concurrence ». Et inversement, vous, quand vous allez à la concurrence récupérer quelqu'un, ben vous avez un capital humain qui augmente, qu'il faut préserver. Au même titre que vous prenez chez votre banquier un emprunt que vous remboursez. Donc, vous avez forcément cette emprise d'accès aux capitaux, mais vous avez l'actif circulant, c'est-à-dire ce capital qui tourne, qui circule, qui part le matin, qui vient travailler, qui repart le soir et qui revient le lendemain matin. Là, je prends le capital humain pour comprendre l'application. Donc, du coup, vous avez sur la droite les capitaux, vous empruntez ces capitaux, vous allez emprunter du capital climat, par exemple. Comment? Ben, quand vous allez faire des gaz à effet de serre. Quand vous faites des gaz à effet de serre, vous demandez indirectement à l'atmosphère d'absorber ce que vous avez émis. Donc, vous allez accéder au capital. Et derrière, vous avez des actions qui vont désendetter. Par exemple, le capital climat. Vous allez acheter un véhicule vert, électrique ou hybride. Du coup, ce véhicule qui est moins consommateur ou une machine qui envoie moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce gain-là, c'est un désendettement. Et ce n'est pas du tout le fait d'aller acheter une forêt en Amazonie ou de planter des arbres. Ça, c'est des puits de carbone, c'est de la compensation. Et dans l'analyse de la double matérialité multicapitaux comptabilité durable, il n'y a pas de compensation. Quand vous mettez du gaz à effet de serre dans la nature, ben, vous ne pouvez pas le compenser financièrement en achetant des arbres. Alors, ça peut fonctionner de dire ça compense, mais on est des apprentis sorciers là. On n'en a aucune
garantie. La seule chose qu'on a de garantie, c'est qu'on a dépensé de l'argent pour acheter les puits carbone. Alors oui, ça fonctionne, mais l'idéal, c'est de baisser nos impacts et nos impacts gaz à effet de serre. Derrière ça, on a les enjeux humains, tout ce qui touche les enjeux liés aux dettes et le désendettement, vous l'avez par capitaux. On a les enjeux financiers, les humains, capital humain et le capital naturel. Donc, comment vous en désendettez par vos actions quotidiennes. Ensuite, vous avez en bas la préservation des capitaux. Forcément, ça a un coût et il faut le mettre quelque part. Il faut l'afficher. Et donc, vous portez dans votre bilan à impact la façon dont vous préservez vos capitaux, les dépenses que vous faites. Alors, ça peut être l'effet prix, l'effet volume. L'effet prix, c'est, voilà, vous dépensez de l'argent pour ça. Et l'effet volume, c'est vous diminuez votre quantité produite ou quantité consommée. Dans les deux cas, le delta fait que vous avez une économie. Du coup, vous vous retrouvez avec un bilan à impact qui a des euros ou des roupies ou des dollars. Et puis, une partie du bilan à impact qui ne peut pas être quantifiée. On ne peut pas mettre une valeur à la nature. Mais par contre, au niveau de l'impact en tonnes équivalent CO2, ça, on peut l'écrire. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner un prix à la tonne équivalent CO2, ce que font malheureusement certains concurrents, on va dire, c'est qu'ils mettent un prix pour tout. Sauf que si votre prix flambe, par exemple, on parle de l'eau, le mètre cube d'eau. Alors, on parle souvent sur la partie CO2, mais moi, j'aime bien utiliser l'eau. Parce qu'aujourd'hui, l'eau potable en particulier, quelqu'un qui demain aura de l'eau potable sera assis sur de l'or. Parce qu'avec la vitesse où le réchauffement climatique se fait, l'eau potable devient de plus en plus rare. Du coup, aujourd'hui, peut-être que 1 litre d'eau, ça vaut tant. Demain, ça vaudra peut-être 100 fois plus. Du coup, votre bilan, il a plus d'intégrité. Et là, il y a un principe comptable d'intégrité, d'image sincère. La sincérité des comptes, pour le coup, c'est le mètre cube consommé ou non consommé. Mais ce n'est pas le prix du mètre cube. Parce qu'on n'est pas dans une image fidèle. On est dans une image fidèle qui a été modifiée par un prix estimé. Et ce prix estimé, ben, vous avez autant de personnes, autant de prix estimés. Parce que combien un client est prêt à mettre pour votre produit? S'il est de qualité, vous êtes prêt à mettre plus cher parce que vous préférez la qualité. Donc, le commerce, le business, l'équilibre des prix, on ne peut pas mettre ça dans un bilan. On n'est pas en train de négocier des prix de la tonne équivalent CO2. Il vaut mieux mettre carrément combien on en a économisé ou combien on en a produit plutôt que de le chiffrer. Donc ça, c'est un positionnement que je prends. D'autres préfèrent le chiffrer. C'est leur problème, c'est leur avis. Mais personnellement, j'estime que ce n'est pas une image fidèle. Le compte de résultat, ben, c'est pareil, sous l'angle activité de l'année. Quelle est la part du financier, de l'humain et des capitaux naturels? Et aujourd'hui, par rapport à mes ventes, votre chiffre d'affaires que vous avez là, du bilan dernier, votre chiffre d'affaires, dans votre chiffre d'affaires, vous avez quelle part liée à l'humain et quelle part liée au naturel? Ben, vous n'avez que votre capital financier. Dans votre valeur ajoutée, est-ce que vous savez distinguer ce qui est du capital humain du capital naturel? On en est incapable aujourd'hui parce qu'on n'a pas matérialisé ces choses. Derrière, ben, là c'est pareil, dans le compte de résultat, vous avez les activités de préservation des capitaux. Donc, à chaque fois que vous faites une action de préservation, ça a un coût, il est constaté. Un exemple, vous avez des managers qui gèrent des plannings pour pas que les collaborateurs fassent des heures supplémentaires. Ben, vous êtes en train de préserver un capital humain. Parce qu'un collaborateur qui fait des heures supplémentaires, alors que d'autres n'en font pas, ben, vous êtes en train de détruire un capital au détriment d'autres. En faisant un planning, vous équilibrez la charge de travail et donc vous êtes en train de travailler pour du capital humain. Un salarié qui vient chez vous qui est payé avec un salaire décent, ben, c'est quand même normal qu'une entreprise
valorise le fait qu'elle emploie ses salariés à minima au salaire décent. Et tout ce qui est en surplus, ben, c'est du bénéfice écologique. Dans la comptabilité, c'est considéré comme une charge. Mais payer quelqu'un plus cher que le salaire décent, c'est quand même une qualité de vie au travail. C'est aussi une valorisation du capital humain qui est légitime et normal, mais il faut le matérialiser quelque part. C'est dommage de payer un ingénieur plus cher que le salaire décent parce qu'on estime que c'est un capital, on investit en fait dans cette personne. On investit du temps, de l'argent, de la formation pour permettre à cette personne de progresser. La formation, c'est pareil, c'est un coût, mais ce coût-là, il a un impact direct sur l'évolution des compétences des gens. Donc ce coût-là, il peut être mis dans le développement du capital humain. Donc, quelques idées que je transmets pour que vous ayez une vision de ce que c'est. Et puis après, il y a toutes les activités d'accès au capital. C'est-à-dire quand vous voulez recruter des gens, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Pendant ce temps-là, vous ne faites pas autre chose. Eh bien, il faut le quantifier au bon endroit. Et pas seulement en disant, je paye un salaire, mon salarié, voilà le job qu'il a à faire, sans le distinguer. Et vous avez sur la droite la partie, dans quel état mes capitaux sont au moment où je commence à les utiliser, pendant que je les utilise et après que je les utilise. Et enfin, vous avez la partie de ce qu'apporte, je vais vous le remettre ici. En bas à droite, vous avez donc les différents capitaux, les différents comptes de résultats. Et je vous ai donné l'exemple de l'eau avec des actions. On a récupéré les eaux de pluie, on a fait de l'irrigation localisée et on a lutté contre la biologique désherbage manuel, par exemple, plutôt que du désherbage. Là, vous avez les parcours qu'on propose. Les parcours qu'on propose, le premier, c'est la sensibilisation. Donc, ce qu'on vient de faire là, mais en beaucoup plus poussé, dans laquelle vous avez sur le site elan-swarm, elan-swarm.fr, vous retrouvez ce que vous avez à l'écran. La sensibilisation donc à la comptabilité double matérialité. Vous avez le module 1. Alors, vous avez un parcours plus long, mais le module 1 et le module 3, vous pouvez le faire séparément. Il n'y a pas de problème. Avec les fondamentaux de la double matérialité. Puis derrière, vous avez tout ce qui touche la partie comprendre la chaîne de valeur. Ça, c'est un point important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la chaîne de valeur n'est pas comprise dans sa globalité et elle n'est pas valorisée. Ensuite, là, vous avez l'exemple de l'écran que vous avez pour la partie sensibilisation du programme de 3 jours, où là, ça dure 21 heures, on peut le faire en distanciel. Les premières formations ont lieu au mois de mars, là. Si jamais il y en a qui sont intéressés, il y a encore quelques places. Et là, vous avez le parcours de formation complet. Dans le parcours complet, il est de 10 jours. C'est que de la théorie. C'est un peu chargé. Et après, vous avez le parcours avec de l'application qui dure 20 jours. Et là, vous voyez bien que l'étape 1 et 3, on peut les faire de façon séparée. C'est 2 modules qu'on peut faire de façon séparée. En plus de la sensibilisation, ça vous donne quand même une première approche qui vous permet de dégrossir votre activité. On fait aussi de l'accompagnement de raison de 1 à 2 jours par mois. Et on peut faire des demi-journées. On n'est pas obligé de faire une journée complète. Où en fait, on fait de la théorie, un peu de pratique. Et entre 2 séances, il y a des actions qui sont menées. Et on se retrouve pour aller plus loin. Et là, vous avez les différents parcours que vous avez à l'écran. La partie 1, c'est le bloc que vous voyez en haut, qui dure 5 jours, ou 10 jours si vous avez une partie pratique. Et la partie 2, pareil, ça dure 5 jours, ou 10 jours en fonction du choix que vous faites. Et à la fin, il y a une certification. Donc, vous avez le module certification. Ce module-là, c'est que de la théorie. Vous n'avez pas la pratique. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère avoir été clair. 1 heure, on est dans les temps. Oui, on est dans les temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a aussi des questions, mais avant que je te demande de répondre aux questions, donc je crois que cette présentation sur un sujet nouveau, je ne dirais pas complexe, mais tu l'as bien simplifié. Tu as commencé par
nous parler de reporting, pas reporting, rapporting. Tu nous as parlé, j'aime bien cette pouvoir réussir dans l'industrie ou dans les services ou dans les projets que nous travaillons. La stratégie, tout le monde veut être précoce, veut être en avance, ok? Être premier sur le marché. Et tu as parlé de cette stratégie d'être dans la majorité précoce 2024. Bien sûr, on n'aime pas tous les retardataires. Il ne faut pas être un retardateur. On n'aime pas du tout les retardataires. Tu nous as bien expliqué ta façon chaîne de valeur et de matérialité. OK. Important pour tout homme d'affaires, hein, tout industriel, c'est gain de part de marché. Et comment cette comptabilité durable, de matérialité multicapitaux pourrait contribuer à ça. Cette gain de part de marché que tu as mis en arrivée dans mathématiques, couverture CSCD plus comptabilité, OK. Et bien sûr, tu es allé encore plus loin pour donner des exemples, des maquettes, en qu'il s'agit de cette comptabilité durable. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Il y en a quelques questions, OK. Dans les questions, je vais commencer par la première question. La première question est comment savoir qui sont ces grandes entreprises européennes qui sont passées à la comptabilité de matérialité? Alors, pour le savoir, en fait, ça vient de la loi CSRD. Donc, ce sont les entreprises de plus de 250 personnes qui ont 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions de bilan et qui sont cotées. Donc, si on reprend la vue, je vais vous la mettre. La vue qu'on avait, c'est celle-là. Voilà. Vous l'avez là. Donc, ça, c'est le schéma. Donc, vous avez le premier rapport, ce sont ces entreprises dont je vous parle. Le premier rapport de durabilité, c'est les entreprises qui sont hors PME cotées. Donc, 2026. Et 2027, c'est les PME cotées. 2028, c'est tout le monde. Donc, dans moins de 3 ans, puisqu'il faut collecter la donnée, dans moins de 3 ans, toutes les entreprises supérieures à 20 personnes seront concernées. Mais, comme il y a la chaîne de valeur, et ben, en fait, tout doucement, toutes les entreprises vont être les unes après les autres impactées. D'accord, donc en 35 mois, c'est assez… En moins de 35 mois, ouais. Moins de 35 mois, donc ça progresse assez rapidement. Très vite. La deuxième question qui est venue, combien de temps cela prend-il pour mettre en place cette nouvelle application comptable? Alors, le temps que ça prend, ça dépend. Ça dépend de l'activité, ça dépend du volume d'activité, parce qu'il faut collecter les chaînes amont, les chaînes aval. Alors, il y a deux choses. Soit on est obligé, on est soumis par la loi pour le faire. Donc là, on n'a pas le choix. Les entreprises qui sont cotées en bourse avec les fameux critères, celles-là, elles doivent tout de suite être opérationnelles puisqu'elles doivent faire leur reporting dès 2025. Maintenant, celles qui n'ont pas cette obligation, elles ont un peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que nous, on fait un accompagnement entre 12 et 18 mois parce qu'on estime qu'il faut prendre le temps d'embarquer les salariés, d'embarquer les actionnaires, d'embarquer les directions. Donc, il y a à la fois de la formation auprès des gens qui vont le faire, mais en même temps, il y a de la sensibilisation auprès des équipes. Et du coup, le fait d'être une tierce personne permet d'être neutre dans l'action. Bien sûr, on s'entend avec l'entreprise sur le dialogue qu'on donne, mais ce travail, il peut… la formation, elle peut être faite là, mais l'idée, ça peut durer de 12 à 18 mois. Ça veut dire que sur les 36 mois d'échéance, on arrive, si on commence maintenant, à la moitié. C'est-à-dire il reste même pas la moitié pour pouvoir être dans les clous. Donc, il ne faut pas trop tarder, sachant que sur ces sujets-là, en enseignement Master 1, Master 2 sur la thématique, on n'est que 4 au monde à le faire. Donc, 4 au monde, ce n'est pas beaucoup. Quand on va être utilisé, on va être overbooké. Donc, les premiers servis seront les premiers arrivés. Ok, bien sûr, Par contre, bien sûr. Juste pour préciser, par contre, on peut avoir des formations qui se font en ce moment
qui permettent de dégrossir les choses et de voir comment on se met en œuvre. Donc là, les formations, elles sont ouvertes. Il y a encore quelques places. Ceux qui sont intéressés, il ne faut pas qu'ils hésitent. On peut les faire à distance sans aucun problème. Au moins la sensibilisation déjà. Ouais. Troisième question, et qu'en est-il pour le secteur des services tels que l'hôtellerie, la logistique? Est-ce que ces secteurs sont aussi concernés? Oui, ils sont complètement concernés, notamment déjà par leur pratique à eux. Hein. L'hôtellerie, si on prend l'hôtellerie par exemple, il y a la consommation d'eau, hein, tout simplement. Hein. Rien que ça déjà. Toute la partie des climatisations avec l'impact climatique, plus tout ce qui est transport. Par exemple, un hôtel qui prend un minivan pour amener des clients jusqu'à l'hôtel, c'est plus écologique que si c'est un seul taxi. Alors après, forcément, en fonction du degré, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, palace, ben, la consommation du client n'est pas la même. Mais l'empreinte écologique, elle est quand même là. L'idée, c'est de la diminuer ou de la favoriser, de l'optimiser. Par exemple, en hôtellerie, ce serait d'être presque autonome avec des panneaux photovoltaïques. Un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais c'est pour dire que, ou de justement, des grands palaces peuvent, par exemple, investir de l'argent, puisque souvent ils ont des beaux parcs, sur la biodiversité. En disant, nous, on travaille la biodiversité. Voilà. C'est des exemples valorisants pour les structures hôtellerie clients. Une autre question, c'est concernant, bien sûr, cette question nous dit, est-ce que les fournisseurs de logistique, ordinateurs, sont concernés? Bien sûr, complètement. Parce qu'un fournisseur de logistique, par exemple, notamment un fournisseur d'ordinateur, on va acheter un ordinateur qui a été reconditionné, par exemple. Ben, cette démarche, elle est plus vertueuse. Donc, quelqu'un qui, par exemple, se lance dans les ordinateurs reconditionnés va être sur un marché qui, demain, va être très porteur. Parce que les données, les composants étant de plus en plus rares, ben, fait que quelqu'un qui a la capacité de pouvoir reconditionner un produit et de le vendre, donc dans l'Europe, hein, je ne sais pas si vous avez un peu suivi sur la partie Europe, mais il y a des fournisseurs aujourd'hui qui sont en pleine poussée, notamment Vinted et compagnie, qui revendent des produits déjà utilisés. Et ça explose en Europe. Donc oui, bien sûr, ils sont concernés. Donc, je vois que l'application est pour plusieurs secteurs. L'application. Peut-être préciser pour la logistique, je n'ai pas répondu pour la logistique. Par exemple, si on est transporteur, eh ben, ça va être d'optimiser ses tournées. On optimise les tournées pour que quand on se déplace, on fait un maximum de choses. Ça, c'est valorisable. Plutôt que de faire un trajet, revenir, un autre trajet, revenir. Une question qui m'est venue aussi de la part des exportateurs vers l'île de la Réunion, par exemple, sur des territoires, on dit départements, territoires outre-mer, tels que la Réunion, Mayotte, etc. Donc, la question qui me revient à l'instant, est-ce que ce comptabilité durable est applicable ou des compagnies qui sont basées sur ces îles? Bien sûr. Ils sont concernés complètement puisque aujourd'hui, il faut dans le France 2030, il y a, je crois que c'est 30 milliards d'euros qui sont posés sur la table pour que les entreprises se mettent à niveau sur les questions environnementales. Donc, il y a un gros investissement sur le sujet. Donc, l'ensemble des dom-toms sont concernés. L'ensemble des dom-toms, voilà. Donc, ceci est important quand même, Maurice a une stratégie régionale vis-à-vis de ces pays et être le plus en avance pour comprendre l'exigence des marchés ou l'exigence des entreprises ou l'exigence des acheteurs est tout à fait normal. Oui, c'est tout pour les questions, Emmanuel. Donc, ça a été Merci beaucoup. un dialogue
intéressante, quand même, qui nous a permis de comprendre mieux en qu'il s'agit de comptabilité durable ou matérialité multicapitaux. Cela permet aussi aux entreprises aussi de connaître l'interlocuteur qui est aujourd'hui Emmanuel. Ben, je te remercie de ton temps pour cette présentation et bien sûr, on garde contact. Et quant aux participants mauriciens, bien sûr, si vous cherchez d'autres informations à ce sujet, si vous aurez souhaité savoir quelque chose de plus, il y a bien sûr, vous pouvez contacter directement Emmanuel ou bien nous faire parvenir par courriel vos questions qu'on pourrait envoyer à Emmanuel. Aux tout participants de ce webinaire, que vous savez qu'au niveau de Economic Development Board, le département de l'industrie, on a développé une plateforme qui s'appelle mauritiusexpo.com. Ce plateforme vous permet de découvrir tous les produits qui sont fabriqués à Maurice et on est en train de le construire d'ailleurs pour y inclure services et d'autres départements. Donc, je vous invite de se faire enregistrer pour que vous puissiez, bien sûr, découvrir cet aspect de l'île Maurice. Bien sûr, ce webinaire de Emmanuel sera posté aussi sur cette plateforme qui permettra à tous les membres qui sont enregistrés sur ces plateformes locales ou dans les autres pays de pouvoir écouter à nouveau. Merci beaucoup, Emmanuel, et passez une bonne journée et merci à toutes les participants. Peut-être